Notre ami se remémore avoir été transmigré il y a plus de 6 mois, il se tient seul dans une pièce sombre, examinant attentivement un objet posé sur la table. Woujou réalise que pour obtenir la pièce d'or nécessaire au transfert de classe de niveau le plus bas, il faudrait 7 ou 8 ans de travail acharné, le rituel de transfert n'a que 1% de chance de réussir, et le résultat final reste incertain. Le poids de son destin pèse lourd sur lui, et une question sombre traverse son esprit, quand cette vie prendra-t-elle fin? Submergé par le désespoir. Un homme professionnel l'a sorti de l'entassement de monstres et l'a ramené au centre d'aide aux victimes de Kansheng. Là, on lui rappelle qu'il est une personne ordinaire, sans talent ni origine particulière. Il réalise que ces 1100 pièces de cuivre représentent sa seule chance, en tant que personne ordinaire, de réunir une pièce d'or. Il repense à son ancienne vie où il méprisait les emplois mal payés, mais désormais, chaque pièce compte pour lui. Depuis sa transmigration, chaque jour s'écoule dans une existence sans lumière, le poussant au bord de la folie. Il sent la pression monter à un point insupportable, craignant que cette situation ne le pousse à la folie s'il doit encore endurer plusieurs années ainsi. Il avoue intérieurement qu'il en a vraiment assez de cette existence oppressante. Woujou refuse de continuer ainsi, conscient qu'il ne peut passer encore 7 ou 8 ans à jouer sa vie sur un coup de dé. Il réalise enfin qu'il a réussi à transmigrer dans un monde doté d'attributs, déterminés. Il se fixe pour objectif de devenir un professionnel capable de manier un pouvoir immense. Il découvre que tout le monde possède un panneau de statistiques, ce qui rend les talents plutôt communs. Il observe attentivement ses propres attributs affichés devant lui. Woujou réalise que, bien que les talents soient communs, les activer s'avère extrêmement difficile. Depuis le jour où il a transmigré, le talent extraction est présent mais reste inactif. Woujou fixe son panneau d'attributs, intrigué par cette capacité mystérieuse qu'il n'a pas encore réussi à activer. Woujou comprend que le talent d'extraction est extrêmement rare, il s'interroge cependant sur la nature précise de ce pouvoir. Peut-il extraire des compétences, des objets ou des statistiques? Woujou élabore une hypothèse pour activer son talent, il doit tuer des monstres. Il étudie attentivement une créature appelée Bristleback Rat et un objet pointu, probablement une arme ou un outil lié à cette mission. Il est convaincu que, quelle que soit la nature de ce que son talent d'extraction prélève, accumuler ces éléments lui donnera un pouvoir dévastateur capable de bouleverser l'équilibre. Woujou découvre qu'un fragment d'équipement inconnu augmente légèrement son attaque physique de plus 0,1. Intrigué, il se demande si ce fragment pourrait être lié à l'activation de son talent d'extraction. Cette piste lui donne un nouvel espoir pour comprendre et maîtriser ce pouvoir mystérieux. Déterminé, il saisit fermement son arme en se promettant de tout faire pour activer son talent d'extraction. Rien ne pourra l'arrêter dans cette quête essentielle à sa progression. Woujou franchit une porte. Déterminé à changer le cours de sa situation actuelle, il sait que cette action est sa seule chance pour renverser la donne, rien ne pourra l'arrêter dans cette nouvelle étape de sa quête. Une lueur intense traverse ses yeux, signe que quelque chose d'important est en train de se révéler, son esprit s'emballe, une hypothèse cruciale germe dans son esprit, Woujou sent que la clé de son pouvoir pourrait enfin se dévoiler. Un rat à dos hérissé surgit, dégageant une aura inquiétante. Woujou est surpris de le voir ici, sachant que cette créature est censée vivre dans les montagnes de l'Est, pas dans les égouts de la ville. Cette apparition inattendue soulève de nouvelles questions sur l'origine de ces phénomènes. Woujou consulte intensément un manuel, convaincu que ses recherches ne peuvent être erronées après 6 mois d'études assidues. Il est déterminé à comprendre la nature du rat à dos hérissé et ses capacités, espérant y trouver des réponses cruciales. Son regard est empreint de certitude et de concentration. Woujou remarque que le rat à dos hérissé est blessé, une blessure sanglante visible sur sa patte arrière. Cette découverte ajoute une nouvelle dimension à son observation, éveillant à la fois inquiétude et curiosité. Woujou ressent une intense détermination, conscient que cette situation représente sa meilleure chance jusqu'à présent. Son regard est fixé, prêt à saisir cette opportunité unique qui pourrait tout changer. Woujou refuse de se contenter d'une récompense dérisoire pour avoir signalé le rat blessé, jugeant que cela ne changerait rien à sa situation. Il reste déterminé, prêt à agir autrement pour tirer parti de cette opportunité. Son regard se fixe sur la créature, tandis qu'une tension palpable s'installe dans l'air. Woujou se rend compte que tenter sa chance pourrait lui permettre de récupérer assez d'équipement pour payer les frais de transfert de classe. Il sait que s'il ne prend pas ce risque, il restera coincé dans cette situation pour le reste de sa vie. Une goutte de sueur trahit la tension et la détermination qui l'habite. Woujou laisse éclater sa détermination avec force, affirmant haut et fort son désir de puissance. Il se lance sans hésitation,
prêt à tout pour changer son destin, son regard brûle d'une volonté inébranlable. Oju saisit son arme avec fermeté, conscient que le moindre bruit pourrait provoquer la colère des rats à crête, il frappe alors avec puissance, cherchant à neutraliser rapidement la créature menaçante devant lui, son attaque est précise et déterminée, marquant le début de son combat pour changer son destin. Profitant de l'état affaibli de sa cible, Oju ajuste son attaque avec précision, chaque mouvement est calculé pour exploiter la faiblesse de l'ennemi. Oju calcule précisément son temps d'action, déterminé à traverser la distance en exactement 3 secondes, chaque instant compte dans ce combat où la rapidité est cruciale, il se prépare à agir avec une précision millimétrée. Oju saisit parfaitement le moment pour intercepter l'attaque à la crête, son bouclier encaisse avec succès les coups, neutralisant les compétences clés de l'ennemi. Oju repère la faiblesse de son adversaire, son attaque Bristol Shot nécessite une longue récupération, il saisit cette opportunité cruciale pour lancer sa contre-attaque avec détermination, chaque seconde compte dans ce duel intense. Oju ressent une pression intense et réalise qu'il ne peut pas s'arrêter maintenant, sa détermination le pousse à continuer malgré les risques, chaque mouvement doit être exécuté sans hésitation. Oju réalise avec frustration que sa force n'atteint que 0,7, ce qui le condamne à perdre dans un combat frontal, conscient de cette limite, il doit impérativement trouver une autre stratégie pour l'emporter. Oju élabore rapidement une nouvelle tactique, il doit attirer son adversaire dans un coin pour utiliser le fragment et le vaincre, sa détermination est palpable, chaque mouvement est calculé pour exploiter cette opportunité. Oju, haletant mais victorieux, contemple le monstre qu'il vient d'abattre de ses propres mains, son visage exprime un mélange de soulagement et de fierté, conscient d'avoir accompli un exploit rare pour une personne ordinaire, cette victoire marque une étape cruciale dans son combat. Oju découvre avec enthousiasme que le livre ne mentait pas, la première victoire d'une personne ordinaire a une forte chance de faire tomber un butin, et il en a même obtenu 2 d'un coup, il rêve déjà à la possibilité d'obtenir un précieux livre de transfert de classe. Oju réalise à quel point son butin est rare et précieux, surtout que même les plus forts n'arrivent pas à l'obtenir en affrontant des boss, il se réjouit à l'idée de pouvoir sauter les longues périodes d'économie pénible grâce à cette chance incroyable. Malgré sa victoire, Oju déchante en constatant que son butin se limite à une petite somme d'argent, sans aucun équipement précieux, il réalise que progresser rapidement vers les sommets reste un rêve encore trop ambitieux, cette déception tempère son enthousiasme initial. Oju découvre avec surprise que la créature qu'il tient semble avoir quelque chose caché dans son ventre, marqué par des points de suture, il s'interroge alors sur la possibilité que quelqu'un ait dissimulé un objet à l'intérieur. Oju découvre avec émerveillement un rouleau dissimulé à l'intérieur de la créature, il réalise avec excitation qu'il s'agit d'un précieux livre de transfert de classe, une trouvaille d'une valeur inestimable. Oju réalise avec une excitation mêlée d'appréhension que son avenir et sa chance de fuir les égouts se trouvent juste devant lui, ce précieux rouleau représente désormais son espoir tangible d'évasion. Alors qu'il tient précieusement le rouleau, une voix autoritaire l'interpelle soudainement, le mettant en alerte, Oju se fige, surpris par l'arrivée inattendue d'une présence imposante. Une voix ferme et autoritaire résonne soudainement, avertissant Oju de ne pas toucher à cet objet, une présence imposante se dresse devant lui, brisant le silence et la tension du moment. Oju reconnaît soudainement une figure familière, c'est cet oncle professionnel qu'il avait sauvé et ramené à la surface il y a 6 mois, un mélange de surprise et de soulagement traverse son regard, cette rencontre inattendue ravive en lui un espoir nouveau. Oju, serrant fermement le rouleau, s'excuse avec hésitation, conscient de la gravité de la situation. Oju, le visage tendu, affirme avec détermination qu'il n'a pas d'autre choix. Oju libère une puissante énergie violette qui l'enveloppe totalement, exprimant à la fois douleur et détermination, malgré la conscience que ce qu'il fait est douteux et risqué, il persiste, poussé par une nécessité impérieuse, son cri résonne, témoignant de l'intensité du moment. Oju serre les dents, submergé par une douleur intense tandis que l'énergie violette l'entoure et semble le consumeur, malgré la souffrance visible sur son visage, il affirme avec une résolution farouche qu'il n'a pas d'autre choix. Oju, déchiré par une douleur intense, laisse l'énergie noire et violette l'envahir complètement, malgré la souffrance, il refuse d'abandonner, convaincu que cette chance est unique et qu'il doit la saisir coûte que coûte, sa détermination éclate dans un cri mêlé de rage et de volonté. Un homme en armure s'adresse avec surprise et insistance au protagoniste, qui est encore enveloppé d'une énergie noire et violette, il lui rappelle qu'il semblait prêt à abandonner juste avant son arrivée, cherchant à comprendre ce qui a changé, l'atmosphère est tendue,
marqué par l'intensité de l'énergie qui entoure notre héros. L'homme en armure, visiblement surpris et inquiet, demande avec insistance pourquoi Uju a décidé d'utiliser cette énergie après l'avoir vue. Son regard intense trahit son incompréhension face à ce choix soudain. Uju avoue qu'au début, il n'osait pas bouger, craignant d'être battu à mort. Sa peur initiale contraste avec la détermination qu'il affiche désormais. Uju révèle qu'il a reconnu l'homme en armure il y a 6 mois, celui qui l'a ramené à Kansheng, le qualifiant de bonne personne. Il lui confie aussi que, s'il devait mourir, toutes ces pièces d'argent économisées lui reviendraient. Si je survis, notre héros laisse entrevoir une lueur d'espoir au milieu de cette tension palpable, réfléchissant aux conséquences de sa détermination nouvelle. Uju active le livre de transfert de classe obscure, il tombe dans un coma, tandis que le pouvoir des ténèbres commence à ronger son âme. Uju, enveloppé d'une aura sombre et violette, promet de rembourser sa dette. Face à lui, l'homme en armure exprime son indignation, rejetant l'idée qu'une bonne personne puisse être exploitée ainsi. La tension monte alors que leurs convictions s'affrontent violemment. Uju se réveille dans un endroit inconnu, flottant dans un vide obscur, perdu et désorienté. Il s'interroge sur sa nouvelle réalité. Le doute s'installe, le transfert de classe a-t-il finalement échoué? Une silhouette sombre et menaçante trône sur un siège orné de piques, tandis qu'une aura bleutée et mystérieuse l'entoure. Uju s'élève lentement dans un environnement spectral baigné de flammes bleutées, entouré de crânes et de ténèbres. Face à lui, une silhouette imposante au visage partiellement squelettique et aux flammes noires s'élève, dégageant une aura sinistre et puissante. Ce mystérieux personnage, nommé Dark Lord, reste une énigme totale, ses capacités et son niveau étant inconnus. Uju ressent une pression oppressante d'une intensité inouïe qui l'immobilise totalement. Submergé par cette force obscure, il réalise avec effroi qu'il pourrait s'agir du pouvoir des ténèbres. Uju, épuisé et blessé, flotte dans les airs, son regard vide trahissant son désespoir. Il se demande s'il va réellement mourir maintenant, alors qu'un ennemi terrifiant hurle à ses côtés, impuissant face à cette scène. Uju refuse d'accepter son destin et crie avec détermination qu'il ne peut pas mourir ainsi. Le Dark Lord, enveloppé d'une aura de flamme bleue, remarque que Uju a réussi à s'échapper. Il le qualifie d'intéressant, avant de lancer un avertissement glaçant. Fuir ne suffira pas, car l'âme finira par être rattrapée. Étendu sur le sol, Uju reprend soudainement conscience. Il revient à lui-même. Il s'interroge pour savoir s'il respire encore. Se remémorant aussitôt sa vision précédente, il se demande quel était ce lieu effrayant, avant même qu'il ne puisse assimiler la situation. Des alertes apparaissent en chaîne. Successivement, le premier message indique qu'en raison du livre de changement de classe sombre, il a sombré dans l'inconscience tandis que les forces obscures menaçaient de corrompre son âme. Une seconde alerte surgit alors. Heming a déporté Uju vers la dimension Carrion grâce à un parchemin de domaine réservé. Il a ainsi intégré la plaine de Carrion, une zone restreinte de rang 5. Son objectif prioritaire consiste à survivre dans cet environnement. Imprégné de décomposition et de trépas durant 3 jours minimum, ce délai écoulé, il aura la possibilité de quitter ce territoire à sa guise. Sa gratification dépendra directement de sa longévité et de son efficacité. Néanmoins, un détail primordial subsiste, l'influence de cette zone. A préservé son esprit d'une corruption totale par l'énergie des ténèbres. Sa reconversion professionnelle est validée. Taux de réussite de la transition, 17%. La situation devient évidente pour Uju, l'intervention de l'oncle Zoom en est la cause. Celui-ci l'a secouru une nouvelle fois grâce au grimoire au moment le plus opportun, juste avant que le monarque obscur ne s'empare de lui. Uju consulte aussitôt ses attributs. Identité, Uju chant, voix, apprenti nécromancien, don, extraction, inaccessible, rang, 1, progression, 0/100, puissance physique, 0, 7, les paramètres secondaires apparaissent plus bas. Il découvre ensuite son premier sortilège. En manipulant l'énergie macabre, il génère la croix de destruction, matérialisant une pointe d'os de 1,0 mètre capable d'infliger des dommages multipliés par 1,5. Analysant les données, Uju conclut à son succès. Il appartient désormais à la classe des initiés. Bien que le taux de réussite ne soit que de 17%, il se distingue du commun des mortels. Sa portée d'action magique s'élève à 10 mètres, désormais. Il étudie un autre sort, la lance de givre, dont l'impact génère un pic osseux sur une distance proportionnelle à l'esprit multiplié par 1. Uju réalise que dans un tel gouffre, garder ses distances constitue son unique chance de salut. Mais ses opportunités de répliquer restent infimes. Soudainement, l'accès cède violemment, une abomination s'élance en rugissant, prête à le fondre dessus. Uju se retrouve pris au dépourvu. En observant la bête, un constat s'impose. Propulsé dans une dimension de rang 5, il se heurte d'emblée à une menace extrême,
il sait qu'une réaction immédiate est vitale. Wu dresse le bras et entame la formule, faisant appel aux forces nécrotiques pour façonner le croc de destruction, malheureusement, avant d'achever son incantation. Une vérité brutale le frappe, l'agilité de cette créature est effrayante, il entreprend sans attendre d'esquiver les assauts, stupéfait par la vélocité de l'ennemi alors qu'il n'a prononcé que la moitié du sort. La proximité reste trop dangereuse, il doit saisir le moindre répit pour battre en retraite, mais le monstre comble la distance instantanément et lui assène un coup violent. Au niveau de l'estomac, la violence du choc l'expulse à travers la paroi du bâtiment, fracassant le mobilier sur son passage. Il réalise que la puissance offensive de l'adversaire surpasse largement ses estimations. Son cage thoracique menace de céder sous la douleur. Mais cet impact crée au moins l'espace nécessaire, subir une seconde frappe similaire lui serait fatale, il doit riposter sur le champ, la créature charge. À nouveau, poussant Wu à réciter promptement une nouvelle formule magique afin d'invoquer le croc de destruction. Cette fois-ci, le projectile percute de plein fouet le monstre, impact direct. Il remarque aussitôt un détail inhabituel, la dépouille a laissé un objet au sol, un cadavre de charogne de niveau 5. Peut-il réellement générer du butin? Wu s'empresse de s'approcher des restes, déclenchant un message système. En interagissant avec un orbe lumineux, il fait l'acquisition d'une relique, le bâton squelettique. Wu étudie les bonus, régénération de mana et invocation d'ossements, cet artefact semble idéal pour sa profession, un nouvel affichage apparaît, compétences, serviteur squelette, niveau 1, incantation, serviteur des ossements pâles et de l'outre-tombe, percer les secrets de la mort, résultat, invoque un mort-vivant de niveau 3, consommation, 20 points de mana à l'invocation, puis 1 point toutes les 30 minutes pour maintenir la présence. Constatant l'immense valeur de ce sort, Wu tente de l'exécuter sur le champ, une alerte signale immédiatement une réserve magique insuffisante, il ne dispose que de 5 points de mana. Disponible, le sort en requiert 20, alors que son plafond maximal n'est que de 21, l'épuisement est trop brutal, cependant. Un rire lui échappe, son aptitude innée s'est débloquée. Comment a-t-il pu l'oublier? En réexaminant son profil, une option attire son attention. L'extraction d'attributs, voilà une capacité digne d'un réincarné. Toutefois, le coût fixé à 20 points de mana l'oblige à stopper ses hémorragies et dénicher un abri, actuellement, il accumule. Sérieusement blessé, intoxiqué, tenaillé par la faim et presque à court de mana. La survenue d'un second monstre signerait son arrêt de mort. Après avoir appliqué des bandages sommaires, Wu se déplace vers la dépouille du monstre pour l'examiner. En premier lieu, il doit stabiliser sa santé, il compte également sur l'effluve fétide de la créature pour masquer son odeur corporelle de vivant, espérons qu'aucun autre ennemi ne croise sa route dans l'immédiat, une fois réinstallé. À l'abri de la bâtisse, Wu focalise son attention sur son aptitude d'extraction, celle-ci lui permet d'amputer les valeurs statistiques d'une cible moyennant 20 unités d'énergie, en gérant méthodiquement son mana, en sélectionnant des proies adéquates et en accumulant ses bonus. Atteindre la suprématie n'est plus qu'une question de temps, au dehors, des hordes de créatures arpentent la zone, Wu constate la remontée progressive de sa jauge. Affichant 19 sur 21, dès l'instant où la valeur atteint 20, Wu empoigne fermement son bâton et entonne l'incantation, appelant les soldats d'os à révéler la véritable essence de la mort. Des phénomènes visuels impressionnants se manifestent devant lui, c'est alors que un squelette chétif prend forme, Wu l'observe attentivement, réalisant l'impossibilité de l'analyser ou d'en tirer un bénéfice. Ses caractéristiques restent très ordinaires, quoi qu'il en soit, la solitude n'est plus de mise, dorénavant, son serviteur s'appellera Wu, après avoir lutté pour sa survie dans la fange des souterrains durant 6 mois, Wu a intégré une leçon essentielle, l'isolement mène à l'échec, c'est pourquoi. À compter de ce jour, Wu servira de bouclier humain, avec un peu de chance. Il se révélera être un précieux camarade, l'énergie magique de Wu est déjà retombée à 16 sur 21. Tandis que sa vigueur décroît à chaque seconde, tenter de tenir dans ces conditions équivaut à un déclin irréversible. Néanmoins, s'agissant d'une épreuve de persévérance, des ressources doivent obligatoirement être disséminées, Wu scrute le paysage et s'avance, escorté par Wu. Les zones de ravitaillement offriront forcément de nouvelles cibles. À poignarder et extraire, en observant par-dessus un rocher. Son regard croise une autre structure. Accompagné d'un coffre, Wu décèle immédiatement le piège grossier, cependant,
Pour quelqu'un dans sa position, cela représente le premier moyen de s'extraire de la misère, l'absence totale de couverture aux alentours indique que les abominations sont entassées dans la cabane, vu le volume de l'édifice, des dizaines, voire des centaines de charognes pourraient y être terrées, Wuzu doit donc évaluer 3 paramètres, leur rayon de détection, leur seuil de frénésie et leur vitesse de pointe. Il ordonne à Wu Wei de progresser prudemment tout en gardant l'œil fixé sur la structure en bois. Une notification indique « Écart avec la cible, 81 mètres, rayon de contrôle de l'invocation, 6 mètres sur 150. » Au total, Wu Wei marche d'un pas lourd vers la structure. Désigné, soudainement, une foule impressionnante de créatures émerge et ruisselle vers lui. Wu Zhu lui-même en reste saisi. Repli. Wu Wei pivote instantanément et détale. Wu Zhu analyse rapidement la scène, la vitesse de déplacement de base des charognes s'avère légèrement inférieure à celle de Wu Wei, mais le problème réside dans leur nombre écrasant. De plus, la limite de contrôle de Wu Wei plafonnant à 150 mètres. Balader toute la meute à distance est irréalisable, il faut employer une autre tactique. Wu Zhu conserve le regard rivé sur son panneau de commande, accepter le sacrifice d'un serviteur pour obtenir des données cruciales sur le comportement ennemi fait partie intégrante des lois de la survie, devenir plus fort et rester en vie exige toujours un tribut. Alors que l'écart se creuse, Wuzu ordonne soudainement à Wu Wei de faire volte-face et de faire front. Wu Wei pivote et se rue aveuglément. Au cœur de la masse, Wuzu ferme les paupières, se répétant que le sacrifice de Wu Wei portera ses fruits. L'interface affiche « Votre invité a été détruit », les monstres reprennent leur ronde désordonnée. Wuzu utilise alors son bâton pour graver un repère, gardant en tête une règle d'or, ne jamais s'approcher à moins de 50 mètres, sous peine de déclencher un état de rage collective. Désormais éclairé, il s'avance d'un pas assuré vers la cabane. Toutefois, au préalable, il matérialise une nouvelle créature macabre, un squelette tout neuf apparaît. Wuzu opte pour la simplicité cette fois et le baptise Arguzi. Il expose la stratégie à Arguzi, lui ordonnant d'attirer un ennemi avant de se conformer strictement aux consignes. Arguzi ramasse un projectile rocheux et le catapulte vers l'un des monstres. La créature pivote immédiatement, furieuse, et se lance à la poursuite des Arguzi qui prend la fuite. À toutes jambes, observant le déroulement, Wuzu se dit que le moment est venu. C'est l'instant critique, il se rapproche et assène un coup de bâton au monstre. Ce dernier se tourne aussitôt vers lui. Mais Wuzu avait tout anticipé. Tire en pleine tête, la créature s'effondre. Constatant l'efficacité de la manœuvre, Wuzu sait que le plan est parfait. En répétant cette opération, la centaine de charognes finira par y passer. Il félicite Arguzi pour sa prestation et l'incite à enchaîner, au suivant. Wuzu calcule que récolter 5 points d'expérience sur chacun des 120 monstres suffira largement à lui faire franchir un palier. De plus, les dépouilles serviront de matière première pour sa capacité d'extraction. Une fois ce groupe nettoyé jusqu'au dernier, ses statistiques et ses invocations connaîtront une progression spectaculaire. C'est alors que un détail anormal attire son attention. Arguzi a provoqué plus d'une cible, un groupe entier fonce désormais sur lui. Wuzu est déconcerté, comment 5 d'entre eux ont-ils pu décrocher en même temps? Il ordonne urgemment à Arguzi de tourner autour du rocher. Arguzi s'exécute et commence ses rondes, suivi de près par les monstres. Il tourne en cercle. Wuzu attrape un caillou et vise l'un des assaillants. Le monstre ciblé se détache aussitôt pour foncer sur lui. Un nouveau tir mortel en pleine tête, mais lorsqu'O Zhu consulte sa réserve magique, le compteur affiche 0, face à cette jauge vide, où Zhu peste intérieurement, peste. Tomber à sec dans un moment pareil. S'il hésite encore, Arguzi est condamné. Arguzi court déjà pour sauver ses os, mais sans mana. Wu Zhu se retrouve désarmé. Wu Zhu ramasse un autre projectile et le décoche sur une cible. Le monstre charge impitoyablement dans sa direction, parvenant cette fois-ci à portée de poigne. Wuzu balaye avec son bâton, infligeant un impact physique, mais la créature le saisit de nouveau, lui infligeant de lourdes blessures. Wuzu refuse d'abandonner. Il a survécu 6 mois dans l'enfer des canaux, même le Seigneur sombre n'a pas pu l'achever. Ce n'est pas après une telle traversée qu'il va périr face à une telle vermine. Enragé, il ordonne à la créature de s'avancer. Le monstre s'écroule. Et Wuzu distingue soudain un objet. Au milieu du butin, un breuvage de mana. Même s'il s'agit d'une potion mineure,
son effet restaure 100 points de mana en 2 minutes. Le ciel semble être de son côté. Avec cet élixir, les 3 charognes restantes ne poseront aucun problème, Wu joue l'aval d'une traite et se remet en garde. Argusi gagne toujours du temps en courant. Wu joue patiente jusqu'à ce que sa jauge remonte, puis déploie toute sa puissance, un par un, les derniers monstres subissent un tir mortel en pleine tête. Argusi est tiré d'affaire, une fois le calme revenu. Wu joue note que les effets de la potion agissent encore, une opportunité parfaite. C'est le moment idéal pour tester son pouvoir d'extraction, il descend du rocher et commence à drainer les cadavres, si certaines tentatives échouent, d'autres réussissent, élevant progressivement ses statistiques jusqu'à ce qu'un message s'affiche. Description de l'attribut extrait, il s'agit d'un paramètre obtenu via votre aptitude, veuillez déterminer vous-même son affectation spécifique. Devant ce message, Wuzu choisit d'explorer les options par lui-même, c'est alors que il repère un autre onglet. Amélioration des caractéristiques, il s'interroge sur la possibilité de ne pouvoir attribuer qu'un seul bonus, ne disposant que de 0,3 points pour le moment, ou devrait-il les investir? C'est alors qu'il s'aperçoit qu'un second panneau existe, serait-il possible qu'il ne soit pas contraint d'appliquer ses bonus directement sur sa personne? Wojo appuie sur suivant, surprise. Amélioration de compétences, lance d'os, invocation de squelette, voilà qui devient intéressant. Les sorts peuvent également être renforcés, cette compétence innée surpasse toutes ses attentes, distribuer 0,3 points dans ses propres statistiques n'offrirait qu'un gain minime, sans impact réel lors d'un affrontement. En revanche, l'invocation de squelette est la capacité qui permet de faire apparaître Argusi. En l'améliorant, Argusi pourrait-il évoluer? Cela dit, la modification ne devrait affecter que le sort en lui-même, n'est-ce pas? Wojo valide immédiatement l'invocation de squelette, une alerte apparaît. Vous avez sélectionné le sort d'invocation de squelette comme première cible d'attribution, 2 options s'offrent désormais à lui, renforcer le sort de base ou renforcer directement l'entité invoquée, sans hésiter, Wojo opte pour le renforcement de la créature, le système indique. Souhaitez-vous attribuer 0,1 d'attaque et 0,2 d'agilité à votre serviteur? Cette opération requiert 300 pièces de cuivre, Wojo observe le texte et comprend vite, ce pouvoir nécessite également des fonds. Qu'à cela ne tienne, il valide. 300 pièces de cuivre sont prélevées. Attribution réussie, un nouveau message confirme. Les statistiques de l'invocation Annie ont été accrues. Un lien spirituel profond a été établi avec Annie, sa présence ne draine plus le mana de son maître, et il peut être révoqué ou matérialisé à tout moment. Wojo contemple son serviteur métamorphosé et lui ordonne de reprendre la marche. À partir de cet instant, Wojo s'engage dans la bataille main dans la main avec Annie. Et le duo enchaîne les éliminations de monstres tout temps accumulant de l'expérience, une fois la zone entièrement nettoyée. Une fatigue légitime se fait sentir, c'est alors que Wojo perçoit un changement dans son environnement, l'interface signale. Vous avez atteint le niveau 2, l'esprit augmente de 0,5, le mana maximal passe à 26, Wojo prend acte du résultat, c'est tout? Uniquement 0,5 en esprit et 5 points de mana? Les bénéfices d'un gain de niveau s'avèrent bien inférieurs à ses espérances, Wojo poursuit le processus d'extraction, déclenchant un autre message. 200 pièces de cuivre consommées, bonus transféré à Annie, Wojo analyse le bilan et prend conscience d'un fait, la croissance des caractéristiques d'Annie atteint un niveau disproportionné. Dans ce monde, même les combattants chevronnés qui s'entraînent sans relâche durant des années peinent à faire évoluer leurs statistiques. En revanche, son pouvoir d'extraction lui permet à la fois de piller et de redistribuer les attributs, il s'agit carrément d'une faculté divine. Wojo inspecte ensuite le butin et déniche un élixir de soins mineurs, parfait. Au vu des contusions subies, cet objet pourrait très bien lui sauver la mise ultérieurement. Il fait donc le choix de le conserver pour un cas d'extrême urgence, puis Wojo porte son regard vers l'horizon. Des foules d'abominations continuent d'arpenter la zone, les spécimens isolés en périphérie ayant été éliminés. Le moment est venu de s'attaquer au gros des troupes, le point faible majeur de ces charognes est évident, leur absence totale d'intelligence. Wojo ordonne à Urgosi de creuser un maximum de fosses sur place et de les disposer le long du tracé qu'il vient de concevoir. Urgosi saisit aussitôt une pelle et s'attelle à la tâche. 2 heures plus tard, les pièges sont prêts et Urgosi revient au point de départ. Wojo le félicite, soulignant que la réussite de leur plan repose entièrement sur cette stratégie.
Il envoie ensuite Urgosi à tirer. La meute entière, Urgosi s'avance. Et chaque spécimen de la horde se lance à sa poursuite, Urgosi tente aussitôt de distancier les monstres, mais Usu lui rappelle de suivre scrupuleusement le chemin balisé. Urgosi bondit par-dessus la première fosse. Un groupe entier d'ennemis y bascule la tête la première, son compteur d'expérience explose, Usu lui crie de ne pas ralentir, et Urgosi poursuit sa course, entraînant les zombies à travers le parcours piégé, les uns après les autres. Il s'engouffre dans les trous, cependant, au milieu de la masse qui traque Urgosi, Usu repère soudain un spécimen élite, voilà qui devient captivant. Il s'interroge sur la nature des attributs qu'il pourrait extraire d'un monstre de ce rang, mais avant cela, il doit purger la piétaille afin de pouvoir se concentrer exclusivement sur la cible principale, Usu ramasse un caillou et commence à attirer l'attention des monstres vers lui, usant de sa technique de tir à la tête. Pour les abattre méthodiquement, soudainement, une notification surgit, déclenchée par l'héritage de compétences de l'apprenti nécromancien, nouvelle compétence débloquée. Matérialisation de base squelettique, Usu constate que, grâce au bonus du bâton, la compétence a atteint le rang 2 via la transmission d'héritage, avec l'invocation de squelettes au niveau 2, il peut désormais maintenir 2 squelettes simultanément, tandis que les serviteurs eux-mêmes ont gagné en puissance. Dans la foulée, Annie passe au niveau 4 pour s'aligner sur son maître, et l'ensemble de ses caractéristiques augmente considérablement, Uju évalue la situation et comprend que l'urgence absolue est de liquider la meute de charognes qui se dresse face à lui, il dresse alors la main et débute la récitation. Serviteur de l'ossuaire et du trépas, pénétrez le sens ultime de la mort. Un nouveau serviteur apparaît, celui-ci, nommé Sangoji, diffère légèrement d'Ergosi, directement niveau 4, ses caractéristiques s'avèrent très correctes pour son rang, Usu lui ordonne simplement de donner l'assaut, Sangoji fonce tête baissée dans la masse. Usu emboîte le pas juste derrière lui, exécutant les monstres à la chaîne. Ses invocations lui prêtent main forte, à eux trois. Ils maintiennent la pression et le butin ne cesse de s'accumuler, bientôt. Seul Ergosi, Sangoji et Usu restent debout face aux monstres. Élite, Usu leur donne l'ordre d'employer les grands moyens, la créature pousse un rugissement assourdissant. Usu lève son bâton et entame sa récitation. Canalisant l'énergie de la mort, il forge le pieu de destruction, le projectile percute de plein fouet l'adversaire, mais Usu prend immédiatement conscience du problème, comme pressenti, la protection naturelle de cette élite surpasse largement celle d'une simple charogne, les épieux osseux ordinaires s'avèrent incapables d'infliger des dégâts décisifs. Un message système confirme la situation, vous avez provoqué la fureur de l'élite. Cuirassé, enragé par l'impact, le monstre charge immédiatement dans leur direction, Usu pointe à nouveau son arme et projette un second épieu, néanmoins. Même après 2 impacts directs, la défense du colosse reste intacte, 2 tirs. Sans le moindre résultat visible. Usu réalise la résistance extrême de cette élite, il enchaîne les tirs pour tenter de freiner sa progression, mais la créature est déjà sur eux, elle réduit la distance. Et arme son coup, le monstre élite s'apprête à frapper, et Uju réalise qu'il n'aura pas le temps d'esquiver, c'est alors que un de ses squelettes s'interpose et s'en prend à la bête, lui sauvant la vie. Uju le félicite chaudement, bien joué, puis il bondit en avant et hurle que l'opportunité est là, une nouvelle attaque. Frappe de plein fouet le monstre élite, le faisant hurler de douleur. Cependant, le serviteur squelettique est réduit en miettes. Une alerte système le confirme. Sangoji a été détruit, la violence de l'impact envoie Uju valdinguer en arrière, pendant que l'élite entre à nouveau dans une rage folle. Uju dégaine précipitamment sa potion de soin et l'ingurgite. L'initiative est bonne, mais le monstre parvient à le gripper. Ne disposant d'aucune voie de fuite. Il tend la main et amorce une formule ultime, canalisant la puissance du trépas, il libère le pieu de destruction à bout portant, directement dans la boîte crânienne de la bête. Cette frappe désespérée finit par terrasser l'élite. Uju s'en tire de justesse, l'interface indique. Vous avez éliminé l'élite cuirassée avec succès, vous obtenez 30 points d'expérience. Alors que la pression retombe, Uju aperçoit un autre squelette debout non loin de là. Celui-là même qui est intervenu pour le sauver,
Wuzhu réalise que s'il n'avait pas ingéré la potion de vie au préalable, ce coup l'aurait définitivement broyé. Il interpelle ensuite Urgozi, le serviteur conserve une posture interloquée. Pendant que Wuzhu lui saisit le bras, la victoire est leur. Ils sont parvenus à terrasser le monstre élite, désormais, Wuzhu compte un nouvel Urgozi dans ses rangs. Il lance immédiatement l'extraction, un message s'affiche, confirmant la hausse de ses statistiques ainsi que l'obtention d'un fragment de modèle élite, fragment d'élite. Wuzhu prend conscience que son pouvoir permet également de récolter des objets, de surcroît, ce monstre d'exception lui a octroyé un point d'attribut complet, cependant, il ne dispose guère de temps pour savourer son triomphe, de nouvelles vagues d'ennemis convergent déjà vers eux, Wuzhu jette un œil à son timing et se dit que le moment est opportun pour en finir. Et extraire jusqu'à la moindre parcelle de valeur de ce domaine secret. L'affrontement reprend de plus belle. Au terme de 10 minutes, la horde entière gît au sol, Wuzhu fait le tri dans le butin, sur des dizaines de dépouilles. Seuls 5 objets ont été récupérés, le taux d'obtention s'avère particulièrement décevant, toutefois. L'élite a lui aussi laissé des récompenses, jetons-y un œil, au milieu du butin. Wuzhu déniche une pièce d'équipement baptisée cuir putréfié. Il tente de s'en équiper, le système lui indique aussitôt l'impossibilité de l'action, l'équipement étant réservé à la classe des guerriers, Wuzhu dévisage Argus, une question lui traverse l'esprit. Un squelette peut-il être assimilé à un guerrier? Il dépose la cuirasse sur le serviteur. Et l'équipement s'ajuste parfaitement. Wuzhu contemple le squelette affublé du cuir poussiéreux et se dit que le rendu est tout à fait honorable, au moins, le matériel ne sera pas perdu. L'étape suivante consiste à récupérer le trésor ultime de cet affrontement. Wuzhu s'avance vers la bâtisse où une alerte apparaît, source d'eau pure, consommée avec modération, elle traite les blessures et restaure l'énergie magique. Une dose de 100 ml rend 60 points de mana par minute, s'y trouvent également des fruits peints, capables de caler la faim et de restaurer l'endurance. Wuzhu se dirige ensuite vers le coffre en bois et en soulève le couvercle, à l'intérieur. Il découvre un manuel de compétences universelles, éloge. Grâce à cette capacité, il obtiendra un ascendant tactique lors des combats à venir, et face à l'abondance d'eau et de nourriture. Rassemblé ici, Wuzhu ne peut s'empêcher d'affirmer. Voilà ce que j'appelle mener la belle vie, une réserve inépuisable de potions de fluides magiques, de l'eau, de sources et un tas de matériaux, sans oublier toutes ces dépouilles à traiter, c'est le moment d'extraire tout. Ce qui a été récolté, Wuzhu se met aussitôt à l'ouvrage. Un moment plus tard, l'estomac enfin rempli. Il s'allonge et réalise une chose, plus de 5 livres ingurgités. C'est bien la première fois qu'il constate qu'engurgiter de l'eau peut s'avérer aussi éprouvant. Néanmoins, un aventurier banal n'aurait même pas pu franchir un simple groupe de charognes, alors qu'en s'appuyant sur son don d'extraction, Wuzhu est parvenu à façonner un serviteur aussi redoutable, tant qu'il poursuivra ses extractions et son renforcement, il ne faudra guère longtemps avant qu'il ne soit à la tête d'une légion de squelettes invincibles. 3 jours plus tard, Wuzhu se tient posté devant la demeure, durant ses 72 heures, en s'appuyant sur son ergosie renforcée, il a nettoyé plusieurs nids de charognes restants, et la maîtrise de son don d'extraction n'a cessé de progresser, 5, 7 sur 1000, c'est alors qu'un message surgit, vous avez survécu dans le domaine des charognes plus de 3 jours, vous accordant ainsi l'autorisation d'en sortir, souhaitez-vous enclencher le bilan de vos performances? Quittez les lieux. Wuzhu répond par l'affirmative, une nouvelle notification s'affiche, vous avez initié avec succès le bilan des récompenses du royaume secret pour sa première session, sa prestation lui vaut d'abord un rang F pour avoir simplement tenu 3 jours, puis, il passe au rang D en raison de ses très bons débuts, enfin, après avoir nettoyé le nid principal, son évaluation franchit encore un palier. L'interface valide définitivement, vous obtenez finalement la note B, les gratifications correspondantes vont vous être distribuées. Dans la foulée, Wuzhu se tient prêt, impatient de découvrir les récompenses qui viendront couronner tous les efforts déployés pour purifier ce royaume secret. Au sein de l'antenne de Guangzhou de la Ligue des professionnels de Guangdong. Au QG, 3 jours se sont déjà écoulés, un homme nommé Zhu Yoming se demande si le gamin parviendra réellement à s'en sortir. Vivant, à cet instant, une autre personne fait son entrée, l'inspectrice d'Argently. Elle informe Zhu Yoming qu'en sa qualité de gardienne des royaumes de la Ligue. Elle le convoque pour faute grave concernant l'affaire du livre de transfert sombre. Elle prend place. Lui jette une paire de menottes et lui ordonne de se les passer. Lui-même,
Zhu Yoming explique avoir utilisé l'ouvrage occulte pour une opération de suivi dont le rapport a déjà été transmis à la présidence. Li lui réplique qu'elle a parcouru le dossier, confié un artefact sombre à un civil pour en faire un adepte occulte afin d'appâter les cultistes. Elle qualifie tout ce plan de foutaise monumentale, puis, hors d'elle, Li demande ce qu'il est advenu du jeune Wuzhu, selon la planification de Zhu Yoming. Wuzhu est censé émerger de la zone des Charonnes aujourd'hui même, alors, où se planque-t-il? Zhu Yoming lui répond que le moment n'est pas encore venu, Li s'adosse simplement et déclare qu'elle a tout son temps. Elle souhaite vérifier si le poulain dénichard par Zhu Yoming est réellement capable de sortir indemne d'une zone dangereuse de niveau 5. 10 minutes plus tard, le parchemin se met brusquement à luire, Li esquisse un sourire et demande à Zhu Yoming s'il a les chocottes de regarder, lui proposant même de jeter un œil pour lui. Zhu Yoming pousse un soupir et répond que ce n'est pas nécessaire. C'est alors que une notification apparaît, épreuve terminée, le bilan du défi de survie dans la zone des zombies est en cours de traitement. Veuillez patienter. Zhu Yoming tente de reprendre la parole face à l'inspectrice d'Argent Li, mais celle-ci le coupe net pour le féliciter. Pour l'heure, il échappe à une comparution devant le tribunal de Minjing, mais ce n'est pas la seule raison de sa venue. Li découvre alors la note finale, rang B, la stupeur la gagne, un simple novice qui vient à peine de changer de classe est parvenu à décrocher un rang B dans ce territoire d'infestation. Cette reconversion doit au bas mot correspondre à un profil d'exception, voire à un modèle rarissime, Li des visages. Zhu Yoming admet qu'il semble être tombé sur une véritable pépite cette fois-ci. Zhu Yoming réaffirme à l'inspectrice d'Argent Li que Wuzhu est sous sa responsabilité directe et qu'il gérera la suite des événements. Li lui demande ce qu'il entend par là, qualifiant son plan de grossier. Elle lui ordonne ensuite de lui transférer le gamin. Seul un passage entre les mains du tribunal de Minjing permettra de tirer le meilleur de lui. Zhu Yoming refuse catégoriquement, hors de question de livrer Wuzhu à une fanatique. Dans son genre, tous deux s'arrêtent net. Frappé de stupeur, alors que Wuzhu fait enfin son apparition, Wuzhu balaie la pièce du regard et s'empresse de remercier l'oncle Zhu pour son intervention, puis il se présente en toute humilité comme un basique apprenti nécromancien au profil le plus ordinaire. Li secoue la tête en signe de déni. C'est absurde, si Wuzhu ne possède qu'un profil basique, comment a-t-il pu décrocher un rang B dans ce secteur hostile? 10 minutes plus tard, Li continue de le dévisager. Elle lui demande s'il est sérieux lorsqu'il prétend qu'à peine entré, il a dégoté un bâton d'ossement avant d'exterminer une meute entière enchaînant les projectiles. Les invocations. Wuzhu ne comprend pas ce scepticisme, mis à part son don personnel. Tout ce qu'il a raconté est la stricte vérité. Li éclate alors d'un rire moqueur, des élixirs de soins et de mana qui apparaissent pile au bon moment, l'utilisation d'un squelette et de pièges pour attirer et liquider près de 100 charognes. Un serviteur de niveau 4 capable de se faire un monstre de niveau 5 en solo, le tout en récitant des sorts tout en dirigeant ses troupes. Li lui fait remarquer que ce genre de gymnastique mentale dépasse les capacités de mages expérimentés après des décennies de pratique, et lui aurait assimilé tout ça en un claquement de doigts. Elle l'invite à réfléchir à ses propres propos. Tout cela tient-il vraiment la route? Avant de débiter de telles fables, il ferait mieux de tourner sa langue dans sa bouche. Néanmoins, Wuzhu ne cherche pas à polémiquer. Sans un mot, il matérialise son squelette et lui transmet une instruction. Dans la foulée, il lance une pomme dans les airs et décoche instantanément un tir. Le projectile pulvérise le fruit. Avec une précision chirurgicale, l'assistance reste médusée. Zhu Yoming en reste surpris, mais une fierté évidente et un grand soulagement se lisent sur son visage. Wuzhu demande en toute simplicité si la manœuvre était si complexe, ajoutant avec ironie qu'il suffit d'avoir deux mains. Li n'a d'autre choix que d'inliner la tête et de concéder le point. Zhu Yoming laisse enfin échapper un soupir d'apaisement, tout en marchant. Wuzhu soupire à son tour, jurant qu'il ne leur a pas menti. Zhu Yoming l'entraîne alors vers une autre aile du bâtiment, lui expliquant que cet endroit est un centre d'évaluation destiné aux mages de niveau 20 franchissant leur premier palier d'évolution. Il souhaite jauger la véritable valeur de Wuzhu empoigne son bâton et se tient prêt. À toi de jouer, Irgozi. Ce dernier se rue à l'attaque. Au fur et à mesure que le squelette progresse, Wuzhu enchaîne les tirs d'élite en pleine tête, nettoyant les mannequins devant lui pendant qu'Irgozi s'occupe de les immobiliser. Un par un, les cibles s'effondrent à la chaîne. Puis la jauge magique de Wuzhu tomba. 0, laissant Li, situé juste derrière lui. Totalement pantoise, Wuzhu contemple la piste, regrettant intérieurement qu'il ne manquait qu'un rien pour que son pieu d'os franchisse un palier. Un groupe d'examinateurs s'approche.
et l'un d'eux remet le rapport de données de Woju, Zhu Yoming. Parcourt le document et souligne que malgré le faible niveau du piodos et de l'invocation de squelettes, l'aisance technique de Woju s'avère phénoménale, écrasant la moyenne des mages ayant franchi leur premier palier. Woju s'enquiert de leur satisfaction, Li jette un œil aux indicateurs de maîtrise et doit se rendre à l'évidence, c'est un niveau de prodige, purement monstrueux. De plus, Woju intègre les concepts par analogie et progresse à une vitesse folle, quel dommage que son modèle de base soit si basique. Ses compétences d'apprenti nécromancien se limitent à 4 sorts hérités, ce qui bridera lourdement sa progression future. Puis Li lui pose une autre question, avec une telle puissance, après avoir nettoyé le premier repère et amassé tant de ressources, il avait largement de quoi en raser un second, voire un troisième, pourquoi s'être arrêté en si bon chemin? Woju détaille sa pensée, il a bien songé à continuer, mais après mûre réflexion, les risques devenaient disproportionnés, sa sécurité étant acquise, prendre des risques inutiles n'avait aucun sens. Il a donc préféré en rester là. Li affiche une pointe de déception, avec un tel potentiel martial, elle ne s'attendait pas à ce qu'il se comporte comme un vulgaire trouillard, elle l'avait clairement surestimé, elle se contente de déclarer qu'elle a compris, puis tourne les talons, Woju la regarde s'éloigner, ne comprenant rien à sa réaction. Zhu Yoming relâche enfin la pression avec un grand soupir, il avoue que la partie n'était pas gagnée, mais qu'il a réussi à écarter cette peste, puis il se tourne vers Woju pour lui annoncer que c'est maintenant à leur tour d'avoir une explication. Woju esquisse un rire nerveux et lui demande la signification de cette tête des mauvais jours. Zhu Yoming le fixe froidement, n'est-il pas grand temps de régler leur compte? Woju se fait attraper sans ménagement. Attendez. Quel compte? Aïe, mollo. Woju se fait embarquer manu militari vers une pièce, la plaque sur la porte indique « Bureau du capitaine ». 7e brigade des forces de l'ordre, le panneau claque. Un instant plus tard, des cris filtrant à travers la paroi, « Aïe. Vieux Zhu, j'ai déconné. Si tu remets ça la prochaine fois, ne viens plus me chercher. » Puis Zhu Yoming le recrache sur le palier, mais cette fois, la situation a évolué, un message confirme l'incorporation de Woju au sein de la 7e brigade en tant que stagiaire, il a même hérité de l'uniforme. Woju s'inspecte et se dit que malgré la raclée, il ne s'en tire pas si mal, c'est alors qu'un bouquin lui vole droit au visage, accompagné d'une voix lui ordonnant de bosser dur et de ne pas lui faire honte. Woju ramasse l'ouvrage, une affectation dès son arrivée. Un peu plus tard, Woju débarque au complexe de Nanshan. Il s'agit d'un centre édifié par la municipalité de Guangzhou pour former les nouveaux initiés, et de nombreux candidats y suivent déjà leur cursus, installés dans la bibliothèque du centre de Nanshan. Woju enchaîne les lectures, le vieux Zhu lui a révélé que le livre de transfert sombre avait fait sa première apparition ici même, cela implique la présence potentielle d'un adepte occulte infiltré, et Woju se doute bien que c'est la vraie raison pour laquelle le vieux Zhu l'a casé à cet endroit. L'idée est vraisemblablement de s'en servir comme appât pour faire sortir le loup du bois. Problème, Woju poireaute ici depuis une semaine entière, le vieux Joe ne lui a refilé aucune consigne précise, aucun agent de liaison, et ne lui a rien trouvé d'autre à faire que de jouer les bibliothécaires. Alors, quel est son plan? L'a-t-il laissé tomber? Fort peu probable, le vieux Joe doit avoir son idée derrière la tête. Sans doute craint-il qu'une organisation trop visible n'éveille les soupçons de l'ennemi, il souhaite donc que Woju se fonde dans le décor sans attirer l'attention. Si tel est le marché, Woju va se débrouiller en solo. Il consulte ses statistiques et fait un constat amer, pas la moindre progression depuis son arrivée, pas un seul niveau gagné en 7 jours, mais ce soir, les affaires reprennent enfin, le timing est idéal, sa nouvelle aptitude vient enfin de franchir le seuil d'initiation. Woju passe ensuite en revue le butin amassé grâce à son rambé dans le royaume des charognes, en plus du manuel de méditation, il a empoché 50 pièces d'argent. En ajoutant ses économies, sa fortune s'élève à 55 pièces d'argent, et s'il injecte ces 55 pièces d'argent dans des améliorations, il peut booster Urgosi de 55 points de statistiques. Cela offrirait au squelette un gain massif en puissance et en agilité. Woju prend soudain conscience d'une réalité, un niveau gagné ne rapporte que 0,5 points de statistiques, ainsi, 55 pièces d'argent investies en amélioration équivaudraient carrément à un bond de 110 niveau. C'est complètement démentiel. Woju jette un œil à la pendule, la journée de travail touche enfin à sa fin, la priorité est de poser quelques jours de congé, de faire le plein de vivres et de préparer son matériel, la marche à suivre est claire. Woju sort ses 55 pièces d'argent, avec un tel pactole en poche, il estime avoir largement de quoi balayer tout ce qui se dressera sur sa route. Puis il se met à consulter les tarifs, potion de fluide magique, 1 pièce d'argent, potion de soin, 2 pièces d'argent, Woju en reste muet.
1 pièce d'argent. Pour du fluide magique? 2 pour du soin. Et l'escalade continue, une cuirasse de cuir offrant un bonus de défense de 4 coups de 10 pièces d'argent, un équipement accordant. Un niveau de compétence grimpe à 100 pièces d'argent. Wojo n'en revient pas, il savait bien que le secteur 4 pratiquait des tarifs élevés, mais là, c'est du vol pur et simple. Il repère ensuite un amulette de régénération magique pour 10 pièces d'argent, ce n'est pas une question de moyens. Mais le ratio coût-efficacité est désastreux, le marchand lui annonce le montant total, 5 élixirs de fluide magique mineur, un élixir de soin mineur, une cuirasse de cuir, 2 épées longues, total, 20 pièces d'argent, ou exultant la somme, la mort dans l'âme. 20 pièces d'argent. Il lui aurait fallu trimarder 2 ans entiers dans les canaux pour amasser pareille somme, c'est douloureux, mais il se force à passer à autre chose, il doit filer au secteur 5, enchaîner les niveaux et éponger cette dépense, il se rappelle l'existence d'un raccourci et s'y engouffre, durant sa progression, il remarque soudain une silhouette louche affalée non loin de là, Wozu s'étonne de trouver un stand dans un trou pareil. Mais l'individu le fixe avec une telle insistance que la pression devient étouffante, Wozu n'ose même pas se retourner. Surtout ne pas s'arrêter. Accélérer le pas. Ce serait une belle galère si ce type essayait de lui forcer la main pour du troc, Wozu trace donc sa route, il atteint enfin le secteur 5, il présente son badge d'accréditation et franchit le point de contrôle. Il met aussitôt le cap sur la caverne des ossements, c'est ici que sa session d'entraînement commence. Officiellement, Wozu s'enfonce dans la cavité en utilisant la clé osseuse. La grotte s'étend sur un rayon de 15 km et comprend 3 niveaux. Au total, au premier palier, les squelettes dépassent rarement le niveau 5, Wozu matérialise Sangoji, il sait bien qu'il ne s'agit plus de la version d'origine, mais tant qu'il ne modifie pas son nom, il fera comme si le premier n'était jamais mort. Pourtant, compter sur un unique serviteur lui semble un peu léger. Il invoque donc également Urgozi, et sa réserve magique retombe aussitôt à 0, Woju soupire et décide de faire une pause. Pour récupérer, une fois sa jauge remontée à 25, il estime la réserve tout juste acceptable. Voilà une demi-heure qu'il marche. Sa réserve magique au maximum, et pourtant. Curieusement, il n'a pas encore croisé le moindre squelette. Soudainement, une flèche fendre l'air en direction de l'un de ses serviteurs, Woju et ses invocations se mettent immédiatement en garde, une ombre se dresse. Face à eux, Woju élève la voix et demande. Qui va là? L'individu présente des excuses embarrassées, expliquant repérer le secteur depuis plusieurs jours. Et qu'il lâche son tir par réflexe dès qu'une lueur brille dans le noir, il rit bêtement en réalisant qu'il a failli démolir le serviteur de Woju, le pauvre squelette retire le projectile de sa structure, Woju reste muet un instant, puis il rassure l'inconnu, disant que ce n'est rien et qu'il ne lui en tient pas rigueur, après tout, qui s'attendrait à croiser un squelette domestiqué au beau milieu d'une grotte infestée? L'homme s'informe pour savoir si Woju vient de débarquer, Woju confirme, l'inconnu lui explique que la zone est bondée, ce qui rend la recherche de bons spots de chasse très ardue, mais qu'étant sur le départ, il veut bien lui céder son emplacement, il lui fait signe de le suivre. Après plus d'1 heure de marche, ils arrivent enfin à destination, l'homme pointe du doigt un conduit reliant une zone d'apparition massive, au moins 200 ou 300 squelettes, mais Woju n'a pas besoin de s'aventurer trop loin, il lui suffit de patienter ici et d'intercepter les rôdeurs, l'homme lui montre ensuite une alcôve, un renfoncement discret, en cas de surnombre, Woju peut s'y terrer, et avant de prendre congé, le type lui offre même sa torche, lui laissant au passage un peu d'eau et quelques rations, sur ce. Il lui souhaite bonne chance et s'en va, Woju le regarde s'éloigner, en croyant à peine ses yeux, il existe donc encore des gens bien intentionnés dans ce monde. Il se tourne vers le squelette qui a servi de cible et lui lance avec de l'humour qu'il n'a pas mangé cette flèche pour rien, le serviteur le fixe, le regard totalement vide. La garde commence, très vite, des bruits de pas se font entendre. Woju et sa troupe se préparent à l'impact. La menace se rapproche, ajustant son tir mortel, Woju se répète que la vérité finit toujours par éclater et que toute présence laisse des traces. Alors que la silhouette émerge de l'ombre. Il lance une analyse, le système indique, analyse effectuée, vous obtenez les caractéristiques d'un squelette blafard, Woju consulte les données, des statistiques identiques à celles d'Ergozi avant qu'il ne soit amélioré, Woju ordonne à ses troupes de ne pas intervenir, il va régler ça lui-même. Il décoche un pieu d'os, la maîtrise du sort touchant presque au niveau 2 à force de pratiquer. Woju estime que ce tir devrait suffire à le faire évoluer, le pieu d'os percute le squelette, le
Squelette blafard encaisse les dégâts et s'effondre, une alerte s'affiche. Extraction réussie sur le squelette blafard, Wujou draine aussitôt ses caractéristiques, puis décide de les transférer à Argosy, une nouvelle notification indique, 100 pièces de cuivre consommées, Argosy gagne 0, 1 en force, une demi-heure plus tard, plusieurs autres spécimens ont été éliminés, et enfin, le Piodos passe au niveau 2. Wujou exulte, cet endroit est une véritable mine d'or. Zhu Yuming ne l'a pas trompé, le sort ayant évolué, Wujou décide de continuer à lui réattribuer les statistiques récoltées, c'est alors que un message d'avertissement surgit, la cible de l'attribution possède un modèle basique, tandis que votre don est actuellement de niveau 1, avant d'atteindre le niveau 10, le total des attributs attribués ne peut dépasser 5 points, veuillez faire évoluer le modèle de la cible ou le niveau de votre propre don, Wujou saisit immédiatement le problème, le transfert de statistiques n'est pas illimité, il ne s'attendait simplement pas à heurter ce plafond si rapidement. Argosy surpasse nettement un squelette ordinaire, mais face à une charogne de rang élite, il reste un ton en dessous. Si Wujou souhaite poursuivre le renforcement d'Argosy, il lui faut soit des fragments de modèle élite pour faire évoluer son profil, soit monter le niveau de son propre don, aucune de ces options n'étant réalisable à court terme, il ne peut que se rabattre sur l'amélioration de Sangoji pour le moment, s'il n'avait pas débloqué l'option d'amélioration de Sangoji plus tôt, c'était en raison du coût, 5 pièces d'argent, et la fonction ne vaut que pour la génération actuelle de Sangoji. Si celui-ci se fait détruire et que Wujou en invoque un autre, il devra repasser à la caisse, 5 pièces d'argent, même à cet instant. Wujou trouve la note salée, mais quelle alternative lui reste-t-il? Soit il bloque sa progression, soit il prend le risque d'envoyer son serviteur actuel contre un élite, ce qui serait suicidaire. Wujou tranche donc, l'interface confirme, vous avez dépensé 5 pièces d'argent pour débloquer le renforcement de Sangoji, 3e génération, Wujou contemple le message, 5 pièces d'argent. Son cœur saigne, néanmoins, il fixe Sangoji et lui promet qu'à compter d'aujourd'hui, il veillera sur lui et ne le laissera plus prendre le moindre dégât, c'est alors que quelque chose remue dans la pénombre, une flèche fendant l'air surgit dans leur direction, se retrouvant sur eux avant même que Wujou ne comprenne ce qui se passe. Les yeux de Wujou s'écarquillent de terreur, bordel de merde.